Afin d'analyser les enjeux de la présidentielle au Kenya, nous sommes avec le journaliste Jean-Christophe Servant, un journaliste indépendant et collaborateur au sein du Monde diplomatique. Bonsoir et merci d'être avec nous. Les quelques dysfonctionnements enregistrés aujourd'hui pourront-ils avoir des conséquences sur les résultats du vote qui s'est déroulé aujourd'hui au Kenya? Pour l'heure encore, comme on dit aux États-Unis, hein, c'est too close to call, c'est-à-dire vraiment les deux principaux challengers aux élections présidentielles, selon les premières sorties des urnes, sont très très proches. Et en ce qui concerne la commission électorale indépendante, elle a signalé à peu près 200 incidents sur 42 000 bureaux de vote. Donc, pour l'heure, on ne peut pas encore s'alarmer par rapport à la conduite et au dépouillage de ces élections en premier lieu présidentiel. Les Kenyans ont donc voté. La commission électorale a annoncé que 56,1% des électeurs ont voté à 16 heures heure locale. Faut-il s'attendre à un taux de participation élevé? Non, justement, comme le rappelait votre correspondante en fait sur Nairobi, on est plutôt sur un score, un étiage assez bas. C'est ce qu'on attendait à peu près par rapport à une population, je dirais, jeune, qui compose plus d'un tiers de la population du Kenya, sinon la majorité, qui semble s'être moins préoccupée par ces élections, le résultat des élections, un premier lieu présidentiel. Vous le rappeliez qu'il y a 6 différents tours électoraux, aussi bien sur les comtés, les gouverneurs, les députés. Et cette abstention risque en revanche de jouer évidemment sur le résultat définitif qui devrait être annoncé au maximum d'ici une semaine par la commission électorale indépendante. Deux candidats sont annoncés comme étant les favoris du scrutin présidentiel. Il s'agit de Raila Odinga et William Ruto. Qu'est-ce qui différencie ces deux postulants à la magistrature suprême au Kenya? Ruto, en ce qui concerne plutôt Odinga, Baba Odinga, comme il est surnommé au Kenya par ses supporters, se présente pour la 5e fois. Contrairement à William Ruto, qui a plutôt été souvent dans l'ombre et qui a œuvré en particulier pour le président sortant Uhuru Kenyatta, avec une différence d'âge de 20 ans et donc d'instances très différentes. Ruto, on pourrait, Odinga, pardon, on pourrait considérer que c'est plutôt effectivement le candidat des chancelleries occidentales. Quant à William Ruto, il a pris des stances beaucoup plus populistes, et en particulier en ce qui concerne un sujet préoccupant pour l'économie du Kenya, celui de la dette. Il a promis que ce ne sera pas réglé à la manière de Odinga avec les institutions financières internationales. Quelle que soit l'issue du scrutin présidentiel au Kenya, ce n'est pas un candidat issu de l'ethnie Kikuyu qui dirigera le pays dans le futur. Pourquoi s'agit-il d'un facteur historique au Kenya? Comme vous l'avez sous-entendu, effectivement, le vote ethnique, en particulier entre les deux principaux groupes ethniques de ce pays d'Afrique de l'Est, qui est un peu la locomotive évidemment de la communauté économique des pays d'Afrique de l'Est, a toujours opposé évidemment d'abord sur le vote des ethnies Kikuyu et Luo. L'arrivée du challenger, évidemment, l'éventuelle élection de Raila Odinga bouleverserait la donne en ce qui concerne évidemment la symbolique, le passage à un Luo, évidemment, à la tête de l'État, ce qui ne s'est jamais produit jusqu'à maintenant. Pourtant, il faut considérer que dans les milieux urbains, en particulier Nairobi, mais aussi Kisumu, qui est beaucoup plus à l'ouest et beaucoup plus lourd, cette question en fait ethnique, un petit peu la classe moyenne kenyane, même s'il a été impacté ces 3 dernières années par la crise économique provoquée par le Covid et aujourd'hui l'intervention militaire russe en Ukraine, la classe moyenne kenyane commençait à sortir effectivement de ce vote technique. Et on voit un des bastions un petit peu où on verra comment ça va se dérouler dans les jours à venir selon effectivement la sortie des bulletins, sera en particulier la région du Mont Kenya qui est vraiment un hotspot en ce qui concerne les différences de voix qui pourraient se faire dans les heures, sinon les jours à venir entre Odinga et Ruto. Uhuru Kenyatta, le président sortant, achève donc son deuxième mandat à la tête du pays. Quel héritage laisse-t-il derrière lui? Alors évidemment, on peut le prendre vers à moitié plein, vers à moitié vide. Je dirais évidemment l'héritage qu'il laisse principalement à son pays, c'est évidemment l'intensification de la dette publique extérieure et générale, puisque celle-ci a été multipliée par 4 à peu près en 10 ans, avec les grands travaux d'infrastructure menés sous ces 2 mandats, dans le cadre du projet Vision 2030,
Un autre aussi aspect, encore faut-il considérer évidemment la manière dont cette prise de dette, en particulier sur le marché de la dette auprès des eurobonds par le Kenya a été menée, sous quelle injonction. L'autre aspect aussi évidemment préoccupant en ce qui concerne évidemment, enfin, dans le bilan, surtout sur le deuxième mandat d'Ouro Kenyatta, c'est bien sûr le fait d'avoir raté sa réforme constitutionnelle. La BIEC qui qu'il souhaitait évidemment l'arrivée d'un Premier ministre et le rajout de nouveaux comtés dans l'organisation évidemment électorale du Kenya qui en compte déjà 42. Les succès, enfin, on pourra ajouter aussi un petit peu la gestion de la crise du Covid, évidemment, et de nombreuses des exactions qui ont été commises par les forces de police vis-à-vis des Kenyans. Au bénéfice, évidemment, il a réussi à se raccommoder avec en particulier les chancelleries occidentales, tout en gardant toujours, évidemment, un contact très proche de Pékin. Jean-Christophe Servan, merci d'avoir répondu à nos questions.